Merci Patrick. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis Madame Gladys Pendimouela, chargée du projet éducatif Dynamique Parentalité à la ville de Grigny. Nous sommes une petite équipe au service des parents. Là, je vais vraiment vous parler de la manière dont la ville de Grigny accompagne la parentalité et favorise l'implication des parents dans la cité éducative de Grigny. C'est une dynamique qui est engagée depuis quelques années. Elle repose sur une conviction forte de la ville, notamment dans la réussite des enfants. Cette réussite qui, nous sommes convaincus, passe par la relation de confiance entre les familles, l'école et la ville. Cette volonté de travailler ensemble s'est affirmée notamment lors de l'élaboration du projet éducatif local. La ville, à ce moment-là, suite au questionnement des parents sur le niveau scolaire à Grigny, la ville a sollicité l'association ATD Carmonde pour mettre en œuvre la démarche du croisement de savoir. Cette méthode qui consiste à reconnaître chaque personne comme détenteur de savoir et cela a permis à intégrer pleinement les parents dans la réflexion collective au niveau de la ville de Grigny. Une dizaine de croisements de savoir ont été réalisés entre 2013-2014 jusqu'à 2022, incluant les écoles maternelles, élémentaires et les collèges. Avec l'arrivée de la cité éducative, en 2019, quand la ville a été labellisée cité éducative, ceci a permis de renforcer cette dynamique. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, on ressent une impulsion qui nous permet de structurer plus clairement les actions qui ont commencé depuis 2013 sur la ville de Grigny. Et c'est ainsi que la mission Dynamique Parentalité est née, dont le pôle Dynamique Parentalité est né. Ce pôle qui travaille de manière transversale, donc avec comme partenaire fort l'éducation nationale et évidemment les parents, mais aussi les associations et l'ensemble des services municipaux de la ville. Donc notre objectif, c'est vraiment d'agir de manière cohérente pour soutenir les parents dans leur rôle éducatif à travers plusieurs actions très concrètes. Je vais vous le partager, les actions qu'on développe au quotidien. Par exemple, les espaces parole, les cafés des parents. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de cafés des parents, quasiment dans toutes les écoles maternelles. On a des cafés des parents, dont les écoles élémentaires aussi et les collèges de la ville. L'idée, c'est vraiment permettre aux parents d'échanger, de poser des questions, de se partager entre eux leur expérience et de faire appel. En fait, nous, en gros, nous sommes là pour animer, accompagner ces temps d'échange et faire le lien avec les intervenants quand les parents en ressentent le besoin. Euh, C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, tout récemment, nous avons organisé un café des parents. On a évoqué le livre avec les parents, mais l'objectif, c'était aussi comment faciliter justement l'appropriation du livre par les parents à la maison. Donc, on a organisé un café on a un second café où on s'est déplacé avec les parents. On a accueilli les parents au sein de l'école et on s'est déplacé vers la médiathèque pour ainsi leur permettre de découvrir l'espace, de se familiariser aussi avec les outils disponibles mis à disposition au sein de la médiathèque. Et puis, on a pu procéder aux inscriptions. Donc, c'est vraiment notre volonté, c'est vraiment comment euh, aussi faire émerger des projets de parents dans ces espaces d'échange Café des parents. Donc, l'idée est de vraiment de capter, en tout cas, des idées quand cela émerge pour pouvoir après partir de leur savoir-faire et de donner vie à des projets. Donc, je vais partager un exemple aussi là-dessus.
Le Bon de l'Amitié, sur un groupe scolaire à Grigny, Jean Moulin. Les parents avaient émis le souhait de travailler autour de l'empathie. L'empathie, tout ce qui est compétences psychosociales. Leur envie, c'était, on entend parler du harcèlement, comment finalement nous, en tant que parents, on se positionne, mais comment aussi on peut outiller les enfants. Et donc, cette approche, en tout cas, de travail valorise non seulement les parents, mais aussi les enfants. Et ça renforce la confiance dans la relation avec l'école, mais aussi avec la ville. Nous avons également une action où on organise, durant lesquelles on organise des réunions des représentants de parents d'élèves. Euh, et à ce moment-là, les parents sont invités à chaque fois qu'il y a un besoin, qu'il y a un sujet. À Grigny, il y a en ce moment, beaucoup de rénovations d'écoles. Et ces temps de travail où on réfléchit éducation nationale, ville, à comment on va rénover l'école, euh, on invite les parents. Donc, les parents sont vraiment impliqués dans chaque action. Aujourd'hui, la réflexion, elle est à chaque moment de la cité éducative, comment on implique les parents. Donc, c'est vrai on, on va vers les parents d'élèves élus parce que c'est beaucoup plus facile, euh, parce que tout simplement, on a leurs coordonnées, leur mail. Et aussi, on a un temps de dialogue plus institutionnel, pardon, qui sont organisés régulièrement par les élus, une fois par mois, pour travailler, discuter sur les conditions d'accueil, sécurité, communication, et puis comment aussi la relation parents et collège. L'année dernière, on a un moment fort, donc les assises de la parentalité qui ont été organisées sur Grigny, parce que tout simplement, on s'est dit, ben, ça fait plusieurs années qu'on travaille, plus de 10 ans, et on avait envie de descendre du vélo un petit peu, on pédale, on s'arrête, on voit un petit peu comment les choses avancent, et surtout de donner la parole aux parents pour pouvoir savoir comment eux, ils vivaient leur rôle de parents et si toutes les actions correspondaient à leurs besoins. Et donc, pour cela, on a organisé ces assises. Et l'idée, c'était vraiment partir de leurs besoins et on a construit des actions ou des temps forts, des temps ateliers par enfant, des conférences, des moments conviviaux comme ils l'ont souhaité, qui pouvaient répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, ce que je peux vous partager, c'est que malgré toutes ces actions d'aller vers que nous mettons en œuvre, au travers les bords d'école organisés à l'heure d'ouverture des classes ou même des tentatives de prise de contact avec certains parents qu'on rencontre. Euh, la difficulté que nous, en tout cas, on ressent, c'est toujours ce sentiment de fournir des efforts, mais pas assez suffisants pour lever les freins existants, notamment les parents invisibles dont, par exemple, nous parle Pierre Perrier dans son livre que j'ai beaucoup lu. Et on a toujours cette volonté, cette envie d'aller plus loin, peut-être réfléchir à des approches différentes ou peut-être plus individualisées, qui pourraient rassurer et être adaptées aux contraintes de chacun. Je vais laisser la parole à Alexia pour compléter mes dires et ensuite on reviendra avec les retours des parents. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, oui, pour prendre la suite et expliquer un peu du coup le travail que l'on fait avec Gladys au sein de la dynamique parentalité, notamment sur le projet Parents Malins. Donc pour resituer un petit peu Voisins Malins, on est une association en fait qui salarions des habitants de quartier qui vont essentiellement en porte-à-porte partager de messages à d'autres habitants sur des sujets de la vie quotidienne. Donc, on va travailler sur des questions d'habitat en lien avec les bailleurs, des questions de santé en lien, par exemple, avec l'ARS. Enfin, voilà. C'est vraiment, on essaie d'identifier un sujet
ainsi que les ressources nécessaires pour pouvoir travailler sur un message qui est audible à l'ensemble des habitants. Et donc, ayant déjà travaillé sur des questions de parentalité sur la ville de Grigny, notamment en partenariat avec la CAF et l'association Papoto, par exemple, sur des questions de lecture, de sensibilisation à la parentalité. On avait cette volonté d'aller plus loin sur ces sujets de parentalité qui étaient assez récurrents et répondre aussi à la demande des voisins malins. Par exemple, sur la ville de Grigny, il y a deux équipes, une équipe sur la Grande Borne et une équipe sur Grigny 2, qui est très focus sur des questions. Alors, sur Grigny 2, c'est beaucoup de questions de copropriété. Donc, c'est aussi pour ça on a scindé cette équipe en deux. Mais les deux équipes ont travaillé sur des questions de parentalité. Et on avait cette envie d'aller plus loin sur cette thématique. Et c'est comme ça, en fait, que du coup, on a décidé de travailler avec la ville sur la partie dynamique parentalité. Donc, l'intérêt aujourd'hui de ce travail collaboratif, il y avait déjà cette volonté du coup des parents qui sont au sein de Voisins Malins de pouvoir faire entendre justement la parole des parents, d'avoir aussi un espace et les conditions d'être acteur sur tout un processus, mais aussi acquérir et partager de l'expérience. Euh, L'intérêt pour la commission, puisque du coup, on est rattaché, comme le disait Gladys, à la cité éducative et notamment à la commission en lien avec la petite enfance et la parentalité. Donc l'intérêt de ce travail collaboratif, c'est d'avoir des parents engagés sur la durée, de décloisonner et puis de prendre comme moteur les parents eux-mêmes. Et je disais aussi, du coup, pour Voisins Malins, c'est l'occasion d'aller plus loin sur les questions de parentalité, d'apporter son savoir-faire et aller plus loin avec des partenaires engagés, puisqu'on travaillait déjà étroitement avec la ville, et puis de tester de nouvelles méthodes, notamment le croisement des savoirs qu'on a nous-mêmes expérimenté avec la coordination d'ATD Carmonde. Donc aujourd'hui, il y a quatre parents. Moi, j'ai une équipe de 6 voisins malins, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont des habitants passeurs. Et au sein de cette équipe, il y a quatre parents malins, donc qui participent effectivement à la commission parentalité. Donc on intervient sur les actions qui ont été citées par Gladys, notamment certains cafés des parents. Là, actuellement, on travaille sur la question de pronotes. Donc, dans ce cadre-là, les voisins sont amenés à accompagner d'autres parents sur cette application-là. Et puis, donc, on a travaillé sur un cycle qui s'étale tout au long de l'année scolaire. Et dans ce cycle, il y a différentes étapes. Il y a une étape où à chaque fois, avec les parents, on va travailler donc sur une thématique qui est abordée au sein de la commission. Et l'idée, c'est de pouvoir s'approprier cette thématique, que chacun puisse partager en fait la compréhension et la perception qu'elle a de cette thématique pour mieux armer ses parents à prendre la parole et à se sentir plus safe lors de ces commissions où généralement il y a des professionnels, et ce qui peut parfois être intimidant pour eux. Et le fait de travailler ces sujets en amont leur permet justement aussi de faire appel à leur propre expérience, à des exemples assez concrets. Et donc, après cette phase d'appropriation, il y a aussi le fait d'aller à la rencontre d'autres parents, donc soit à travers les bords d'école, ça peut être aussi du porte-à-porte, puisque c'est vraiment notre métier, notre savoir-faire, mais ça peut aussi être des pieds d'immeuble. En fait, l'idée est justement d'aller rencontrer d'autres parents, de parler de cette thématique et de recueillir la parole des parents. Et ensuite, il y a donc recueillir la parole des parents, mais aussi identifier un besoin en lien avec la thématique qui sera abordée
au sein de la commission petite enfance parentalité. Et ensuite, fort de ce recueil, il y a un travail justement de croisement avec les professionnels qui sont au sein de la cité éducative pour par la suite travailler à un outil qui va pouvoir répondre aux besoins identifiés par les parents malins auprès d'autres parents habitants de la ville de Grigny. Et une fois qu'on a travaillé sur cet outil, mais après, il y a toute une phase de diffusion et d'évaluation. Donc, c'est une expérimentation maintenant qui n'est plus une expérimentation, mais sur laquelle on travaille depuis 2021. Et donc, dans le cadre de notre intervention aujourd'hui, j'ai pu justement recueillir la parole des parents en posant les différentes questions qui nous ont été soumises et dont je vous partagerai tout à l'heure les retours. Donc, voilà. Une troisième intervention, Gladys? Oui, tout à fait. C'est Madame Diallo. Bonjour, je m'appelle Keltoum Diallo, je suis parent d'élèves et maman de 3 enfants scolarisés au lycée, au collège et en élémentaire. Donc, j'habite à Grigny et d'après ma petite expérience avec mes enfants, je constate que l'implication des parents dans la scolarité des enfants est la clé de la réussite. Nous, parents, quel que soit notre niveau scolaire, nous pouvons apporter un soutien précieux à nos enfants par l'écoute, prendre le temps d'échanger avec eux, les encourager, les motiver et de créer un cadre favorable au travail dans le calme, loin des écrans et tout ce qui peut perturber la concentration des enfants. Les accompagner dans leur parcours de manière bienveillante et régulière est automatiquement bénéfique pour leur réussite. En début d'année, lors de la réunion des parents enseignants, les enseignants nous présentent le programme ainsi que les leçons que les élèves aborderont au cours de l'année, sans oublier les attentes que les enseignants attendent envers les enfants. Et on sait à peu près ce que les enfants apprennent en élémentaire, c'est-à-dire les bases en lecture, écriture, mathématiques, tout ce qui est soustraction, multiplication, ainsi de suite. Et au collège, ils apprennent l'autonomie, l'organisation, les langues, la culture générale. Donc, au lycée, la préparation devient un peu plus active, le travail en groupe, les présentations de projets, les stages d'entreprise, et je trouve que ce sont des compétences qui sont essentielles pour développer leur autonomie et les préparer au mieux aux réalités du monde actuel. Par contre, cependant, il serait important de renforcer l'apprentissage de l'informatique dès le CM1 afin afin de préparer les élèves au collège aux évaluations nationales sur ordinateur. Parce que d'après ce que disent les enseignants, les élèves rencontrent encore des difficultés à utiliser les fonctionnalités de base de l'ordinateur lors de ces évaluations. On attend aussi plus d'accompagnement progressivement les élèves sur leur orientation, en respectant le rythme et leur parcours. Également, que tous les élèves aient les mêmes chances de réussite. Le niveau scolaire devrait être le même dans toutes les écoles. Parce que nos enfants sur la ville, quand ils passent au lycée, ils rencontrent un petit peu des difficultés par rapport aux autres niveaux, le niveau des élèves qui est un peu plus élevé que les élèves sur la ville. Et enfin, nous attendons de l'école primaire d'apprendre aux enfants les bases essentielles, savoir lire et écrire et surtout le plaisir d'apprendre, la curiosité et l'imagination. Au collège, de miser l'accent sur l'organisation, la méthode de travail et l'autonomie. Et au lycée, une compréhension plus profonde des savoirs, l'orientation et l'insertion future afin de former des citoyens solidaires, responsables et respectueux de l'environnement. Ce que les parents, nous, en tant que parents, ce que j'apprécie, c'est la gratuité et l'accessibilité de l'école pour tous, le sérieux, la compétence et l'investissement des enseignants,
les activités culturelles et sportives, les dispositifs d'accompagnement, que ce soit l'aide aux devoirs, tout ce qui est proposé aux élèves qui sont en difficulté ou pas. En général, les enfants apprécient l'école, car c'est l'endroit où ils retrouvent leurs amis. Ils participent à des activités comme la récréation, le sport, l'art plastique, les projets de classe, les sorties scolaires, les classes découvertes. Ils apprécient aussi les enseignants bienveillants. Cependant, ce qui les gêne, c'est la charge de travail, les devoirs trop longs, les matières jugées difficiles et parfois sans accompagnement. Les contrôles et les évaluations fréquents peuvent créer aussi du stress, tout comme la pression liée aux notes et aux bulletins. De plus, le passage du primaire au collège, puis au lycée, peut être compliqué, car le rythme et la qualité de travail devient plus important. Enfin, le conflit avec les autres élèves, comme les moqueries ou le sentiment d'exclusion, sont également difficiles à vivre. Voilà. Merci. Gladys, un mot de... Oui, plutôt Alexia qui a un retour à nous partager des parents malins. Donc, si Alexia peut... il nous reste 5 minutes à peu près, Alexia. Ouais, pas de C'est ça, souci. oui. Voilà, donc moi, comme je disais, j'ai 4 parents malins dans l'équipe qui n'ont malheureusement pas pu être là puisqu'ils font du porte-à-porte en ce moment même. Mais voilà, j'ai pris le temps d'échanger avec eux. Du coup, je vais reprendre point par point et essayer de résumer dans les grandes lignes ce qui m'a été partagé. Alors, sur la question, les parents peuvent-ils aider leurs parents? C'est un oui unanime. Enfin, tout le monde est d'accord sur cette question-là, en expliquant qu'effectivement, c'est une question de motivation et de volonté. Et les parents ont vraiment à cœur de pouvoir aider leurs parents, aider leurs enfants, pardon. Et les facteurs clés de réussite, c'est effectivement la motivation, la volonté, la pédagogie, mais aussi la maîtrise des outils et la capacité à mobiliser des ressources. Il y a un parent qui me partageait qu'effectivement, lui se sent assez confiant parce qu'il a des diplômes. C'est ce qui le rend confiant. Alors que d'autres parents me disaient que, au-delà de l'aspect diplôme, c'est la possibilité justement de comprendre ce que l'enfant apprend à l'école et de pouvoir, à travers l'exemple de leur propre expérience, partager et illustrer peut-être les leçons qui sont apprises. Les difficultés à cet accompagnement des enfants, bah, ça va être essentiellement la barrière de la langue, la solitude, l'isolement. On a beaucoup de mamans solo et que avec plusieurs enfants et que c'est du coup avec plusieurs niveaux. Et ça, c'est vraiment un facteur enfin, de difficulté. Le manque de légitimité aussi est quelque chose qui est souvent, qui a souvent été évoqué, justement en lien avec les diplômes ou la barrière de la langue qui joue sur cette question de légitimité. Et puis la charge de travail, parce que des parents me disaient, voilà, ben, moi j'ai 3 à 4 enfants et du coup il y a beaucoup de devoirs à faire le soir et c'est pas toujours évident de suivre le rythme. Sur la question de est-ce que les parents comprennent-ils ce que les enfants apprennent? C'est oui et non. Il y a ceux effectivement qui participent aux réunions à la rentrée et qui prennent directement, enfin assez rapidement, des rendez-vous avec les maîtresses pour essayer de comprendre ben, quelles seront les thématiques abordées tout au long de l'année et comment justement ils peuvent aider leurs enfants. Et puis bah, il y a ceux qui sont éloignés de l'école, qui ont plus de difficultés du coup par rapport encore à cette question de légitimité, de barrière de la langue, et qui ne comprennent pas forcément ce que les enfants apprennent à l'école, mais bon, qui font une totale confiance à l'école. Qu'est-ce que les parents voudraient améliorer? Bah, c'est surtout les effectifs, la question d'effectifs, des professeurs non remplacés, notamment au collège. La difficulté du coup aussi à prendre rendez-vous.
lorsque on a des profs qui gèrent plusieurs classes. C'est parfois compliqué pendant la période des bulletins d'avoir un rendez-vous. Et puis, changer aussi la communication, une communication plus fluide. Et ça, c'est revenu surtout au collège. En élémentaire, c'est plus simple, mais à partir du collège, ça devient un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui ne leur convient pas? La charge de travail, le rythme soutenu. Tous me disent que voilà, le rythme scolaire n'est pas adapté au bien-être de l'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne leur convient pas. Le manque d'accompagnement aussi des élèves à trouver, par exemple, un stage, donc ça, c'est plus au collège, a aussi été évoqué. Ensuite, qu'est-ce qui devrait être enseigné à l'école primaire? Alors ça, c'est des questions, alors que ce soit à l'école primaire, au collège, c'est des questions que les parents ont beaucoup aimé parce que c'est des questions qu'on leur pose pas. Et du coup, voilà, ça a été l'occasion de revenir sur des aspects qui sont très en lien avec plus des savoir-être que des savoir-faire. Donc notamment au primaire où les parents disaient bah, ce serait important justement d'apprendre de travailler sur l'empathie, sur l'écoute, sur le travail collaboratif, sur peut-être l'éducation civique, parce que effectivement il y a cette question d'harcèlement qui est en fil rouge et dont les parents sont totalement conscients, puisque certains d'entre eux ont des enfants qui ont subi ou qui subissent de l'harcèlement. Donc pour eux, la primaire, l'élémentaire devrait vraiment être l'étape où on pose les fondations justement de l'empathie, de l'écoute, du travail collaboratif. Donc les savoir-être plus que les savoir-faire. Ensuite, le collège serait plus l'espace où on découvre justement les matières scientifiques et l'art oratoire pour pouvoir justement travailler sur cet aspect de prendre la parole, mais aussi questionner le monde, se questionner soi-même et développer cet esprit critique. Il y a aussi la question de l'outil informatique qui est pour eux très importante et la culture générale. Et enfin, qu'est-ce qui devrait être enseigné au lycée? Ben, c'est la découverte des métiers, les différentes disciplines, du coup, qui n'ont pas été abordées au collège. Alors, oui, pourquoi? Alors, parce que ça permettrait aux élèves justement de se projeter dans la vie active. Et à la question 6, qu'est-ce que les parents trouvent bien? Ce qu'ils trouvent bien, effectivement, c'est la gratuité du système scolaire. Ils disaient que voilà, le fait de ne pas se poser la question de est-ce que j'ai les moyens d'envoyer mon enfant à l'école ou pas, c'est une réelle charge mentale qui ne s'impose pas. Et enfin, la question 7, comment vos enfants partent-ils de l'école? Les enfants parlent plutôt de manière positive de l'école. Ils sont contents d'y apprendre énormément de choses, de se faire des amis. Et puis après, ce qui les gêne, c'est la quantité de choses à apprendre, la méchanceté de certains élèves, le manque d'empathie de certains adultes, trop d'évaluation aussi et de pression sur leurs épaules. Voilà. Merci beaucoup d'avoir tenu le temps et d'avoir aussi répondu aux questions qui étaient voilà, des questions pour suggérer des réponses hein, qui sont loin d'être exhaustives mais pour lesquelles vous avez apporté des éléments. Donc là, dans les 10 minutes qui suivent, les animateurs du groupe responsables de ce séminaire vont pouvoir vous poser des questions de précision, d'explicitation, etc. en direct. Pendant ce temps-là, l'ensemble des participants à ce séminaire peuvent poser des questions sur le fil de conversation. Elles seront récoltées par deux personnes d'entre nous et soumises aux intervenantes, puisque en l'occurrence, ce sont des intervenantes. Voilà, est-ce que quelqu'un, Yves Reter, Elisabeth Bautier, Mariam Siala, Vincent Troget et d'autres que j'oublie peut-être ont des questions à vous poser? En fait, alors déjà, merci beaucoup, hein.
Merci beaucoup pour cette présentation, pour toutes les actions que vous menez. Et je sais qu'effectivement, il y en a énormément dans la ville de Grigny. Alors, en fait, j'ai deux questions très brèves à vous poser. La première question, c'est est-ce que les actions que vous menez sont articulées d'une manière ou d'une autre avec les actions qu'impulse en partie François Tadei, c'est-à-dire autour du dispositif de transition collège-lycée et puis du projet de lycée à pédagogie innovante, hein, parce que je crois que c'est un problème effectivement à Grigny qu'il n'y ait pas encore de lycée et que du coup l'avenir du cursus des élèves, pour le cursus des élèves, ne soit pas aussi simplement tracé. Et la deuxième question est la suivante. Vous avez parlé hein, de ces parents invisibles que vous n'arriviez pas à toucher, hein, qui est un phénomène qu'on rencontre effectivement dans différents lieux éducatifs. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, on peut dire que c'est à peu près le même phénomène que dans d'autres lieux, ou est-ce que c'est lié au taux de renouvellement de la population, problème que mentionnait Fabien Truong dans ses écrits sur Grigny? Voilà, je vous remercie d'avance et encore merci hein, pour votre intervention. Merci pour vos questions. Je pense que là, du coup, je te laisse Gladys sur la Oui, partie Françoise Teddy. d'accord. Voilà. La première Oui. question, si nos actions sont menées Alors, en lien avec le programme de François Tadei, moi j'ai envie de dire, en fait, oui et non. Oui, parce que nos actions sont des actions qui sont portées dans le cadre de la cité éducative. Donc, en lien avec toutes les actions donc, autour de la ville. Mais alors, le nom, il vient parce que François Tadei, le projet innovant par rapport au lycée est tout nouveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce projet a été présenté le 20 novembre 2024, donc lors de la célébration de la Convention des droits de l'enfant. Donc, il est tout frais, il est en construction. Donc, à la date d'aujourd'hui, je pense que comme il est encore en réflexion, nous n'avons pas encore exactement, nous les acteurs de terrain, les grandes lignes qui pourraient nous permettre aujourd'hui d'axer nos actions, mais vraiment de manière étroite. Mais je sais que c'est quelque chose qui, dans le futur, se fera parce que Grigny a vraiment cette communauté éducative unie. Et donc, je sais qu'on est tous porteurs et on a tous envie de faire réussir nos enfants et notamment le collège et le lycée, c'est un focus déjà, j'ai envie de vous partager de l'année 2026. Donc voilà, je vous le dis entre guillemets, mais voilà, c'est dans ce sens-là que se porteront les actions. Donc ça viendra. Alexia, par rapport aux parents éloignés, les parents, est-ce que tu veux dire deux mots ou... Oui, oui, oui. Et puis après, je te laisserai compléter, mais effectivement, par rapport aux parents éloignés, nous, on le voit effectivement lorsqu'on fait ces actions conjointement menées avec la ville sur les bords d'école pour aller interroger justement les parents et recueillir leurs paroles. On voit bien effectivement les limites. Maintenant, lorsqu'on va en porte-à-porte, c'est quelque chose qui est un peu plus simple et vraiment ça nous aide à toucher les parents les plus isolés. Parce que du coup, ce que j'ai pas précisé au début de ma présentation, c'est que les voisins malins, de manière générale, ont la possibilité de pouvoir partager le message dans leur langue d'origine. Donc moi, j'ai une équipe de 6 voisins qui parlent au total une douzaine de langues. Et les parents malins, c'est à peu près 8 langues, ce qui permet effectivement en porte-à-porte
Déjà parce qu'on se rend au domicile de ses parents, donc c'est un peu plus simple quand même de pouvoir les toucher. Et en plus de ça, on a vraiment à pouvoir établir un dialogue avec eux et parfois à pouvoir les ramener dans l'espace public, puisqu'on a cette possibilité justement d'échanger avec eux dans leur langue d'origine. Et ce qui est vraiment un levier hyper important. Je peux compléter, ce que je peux compléter moi, c'est vraiment le constat que nous on fait par rapport aux différents quartiers de Grigny. Grigny est vraiment composé de deux grands ensembles, donc Grigny 2, pas loin de quartier de village, et puis la Grande Borne. J'y ai habité moi-même, j'y travaille depuis plus de 20 ans, et donc c'est vrai que j'ai bon, la connaissance du territoire en ce qui concerne, en tout cas, l'implication des parents dans les actions, nous constatons qu'au niveau de Grigny 2, la Grande Borne, c'est un peu plus faible parce que peut-être que c'est parce que ce sont des familles qui sont là depuis longtemps et qui se connaissent assez. Il y a des familles où il y a trois, quatre générations. Et au niveau de Grigny 2 et les Tuileries, mais surtout Grigny 2, il y a un vrai turnover. Et du coup, est-ce que c'est ça qui favoriserait la participation active des parents dans les actions? On ne sait pas, mais c'est vrai qu'on se questionne. Un café sur la Grande Borne, nous, on va être autour de 10-12 parents. Sur Grigny 2, c'est 35 parents qui sont là et qui vraiment vivent pleinement le café. Donc, voici cette petite nuance entre les deux qu'on fait dans nos constats. Après, on connaît tous hein, les difficultés de la ville de Grigny. Hein. L'objectif, c'est pas s'étaler dessus, mais voilà, nous ne sommes pas aidés. C'est ça que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si ça suscite d'autres questions. Voilà. Merci. Je crois que, Alexia, vous avez dit que un parent, des parents, je ne sais pas, ont, parmi leurs souhaits, euh, évoqué que le niveau scolaire devrait être le même partout. Je crois que vous avez prononcé cette phrase. Euh, et est-ce que vous pourriez en dire plus? Je dirais, est-ce que c'était une demande parmi toutes les autres? Est-ce que ça paraissait important? Et est-ce que ça manifestait de la tristesse, de la colère? Alors, Euh, il me semble que c'est Madame Diallo qui en a parlé. ah bah peut-être. Oui, c'est moi qui a parlé par rapport à ça, Pas de souci. parce que je le constate, moi personnellement, avec ma fille qui était au collège. Elle avait de bonnes notes, des 17, des félicitations chaque année. Et au passage au lycée, je ne sais pas si c'est le changement ou, mais cette année, c'est sa première année au lycée. Elle a plus les mêmes bonnes notes par rapport aux autres élèves. Donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est au niveau du collège ici à la ville, est-ce que les niveaux il est plus bas par rapport aux autres villes? Sans doute. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de niveau scolaire. J'aimerais bien qu'il soit le même partout pour donner les mêmes chances de réussite à nos enfants. Et c'est peut-être pas forcément que le niveau est plus bas, mais que la notation est plus élevée. Oui, ça aussi, oui, exactement. Il y a des déceptions, il y a des déceptions pour les enfants, Mm. pour les parents. Merci pour donner la parole au public. Avez-vous, Yves ou Elisabeth, repéré une ou deux questions qu'on pourrait soumettre? Il y en a une Allez-y. de Martine Goudet qui porte sur l'interculturalité. Ma question porte sur les logiques interculturelles qui peuvent être mises en place pour favoriser la convivialité, réduire les radicalismes. Donc, est-ce qu'il y en a, histoire des diasporas? Bon, est-ce que l'enseignement de la langue, comme l'arabe, le français langue étrangère ou langue seconde, la littérature comparée, est-ce que ça serait une bonne chose? Donc, peut-être que je donne toutes les questions en même temps. Il y en a deux autres.
Stéphanie Sellem demande s'il y a des projets de ce type, je suppose donc de relations étroites avec les parents, des cafés des parents, etc., existent en dehors des cités éducatives. Oh oui, je réponds. Et sans participation des politiques municipales. Voilà. Actuellement, est-ce que ça existe à votre connaissance? Et enfin, Bernard Desclos, j'allais aussi poser cette question sur Pronote, qui, alors ça, je crois que c'est Alexia qui a parlé de Pronote quand même, mais à moins que je me trompe encore une fois. Euh, et donc, Bernard Desclos pense que Pronote était fait pour améliorer la communication entre l'étabbissement et les familles. Et il semblerait que ce ne soit pas le cas, quoi, que c'est au contraire discriminant, etc. Ce que, effectivement, de nombreuses plaintes de parents, j'ajoute, tentent à montrer. Pour Pronote, c'est moi qui en parlais parce que on accompagne justement des parents à prendre en main cette application-là, qui effectivement n'est pas aussi fluide que ça parce que les parents ne sont pas du tout à l'aise avec cette application. Contre la barrière de la langue, la maîtrise des outils informatiques, même si ça reste assez intuitif, ça rajoute une complexité et encore une espèce de barrière entre le parent et l'école. Et donc, du coup, de pouvoir accompagner les parents au sein de l'école, c'est aussi pour nous la possibilité de briser ces barrières-là. Mais c'est pas simple parce qu'on a du mal à mobiliser les parents à venir déjà au sein de l'école, mais en plus à pouvoir travailler, entre guillemets, sur Pronote. Donc, on profite généralement de la remise des bulletins pour pouvoir être présent au sein des collèges. Voilà, si je peux apporter la réponse. J'aurais une question. Euh, Est-ce que les parents que vous êtes, voisins malins et autres, est-ce que vous estimez que c'est le rôle des parents de faire ce travail-là le soir, par exemple, avec les enfants? Vous le demanderiez vous-même ou vous le faites parce que c'est à peu près obligatoire? Est-ce que ça vous paraît normal que ce soit le travail des parents? Voilà, c'est une question bon, faussement naïve, mais pour laquelle j'aimerais bien avoir vos avis. Alors, je me permets de répondre, même si j'ai cette casquette, voilà, chargée de mission. Mais parce que c'est une question qui a déjà été évoquée dans les cafés des parents, notamment quand on est sur la thématique de comment j'accompagne les devoirs de mon enfant. Donc, je vais dire c'est mitigé, très partagé. Il y a des parents qui apprécient en tout cas ces moments-là parce que ça leur permet en tout cas, selon eux, de jauger un peu le niveau de leurs enfants. Et on constate que c'est des parents qui sont plus à l'aise, on va dire, avec l'école. Et d'un autre côté, on entend aussi des parents qui seraient plus en difficulté, qui eux disent qu'ils auraient peut-être souhaité ne pas avoir des devoirs à faire le soir et plutôt prioriser du temps dans le ludique, jouer avec son enfant et la pratique des activités culturelles et sportives. Donc vraiment, voilà, c'est mitigé. C'est des retours qu'on a souvent des parents sur cette question. Voilà. D'accord. Des compléments des voisins malins ou de quel tour? Moi, je dirais que c'est pas un temps qu'on préfère, les devoirs. D'accord. Mais on est obligé, par exemple, même si mon fils reste à l'aide aux devoirs ou au spa, c'est l'accompagnement, la scolarité. Moi, j'aimerais bien, quand il rentre à la maison, de voir ce qu'il a fait, ce qui a été fait ou pas, pour être rassuré que tout était bien fait, pour voir si. Mais c'est pas vraiment un temps qu'on préfère. On essaye de donner le relais pour les dispositifs proposés par la ville, mais en même temps, moi, je surveille derrière pour être sûr que tout est bien fait. Parce que des fois, il y a des petites tensions. Ça passe pas facilement entre parents et enfants, que ça passe mieux entre professionnels et l'élève.
Voilà, donc je dirais que moi, je regarde derrière ce qui a été fait pour être rassurée que tout est fait. Même si entre les enfants, il y en a qui sont autonomes, il y en a qu'on doit être derrière eux pour qu'ils fassent leurs devoirs sur leur cartable et les installer pour faire leurs devoirs. Mais sinon, voilà. J'aime bien voir si tout a été bien fait ou pas. D'accord. Merci. Donc, bah, du côté des parents malins, unanimement, enfin, c'est quelque chose qui pour eux devrait être fait à l'école pour que justement laisser l'espace aux parents de faire autre chose et d'être plus en lien avec, avec leurs enfants. Beaucoup m'ont partagé cette espèce de sensation de mal-être, de se dire que finalement, la relation parent-enfant avec l'organisation de la vie familiale, elle est réduite à l'école, très centrée sur l'école, ce qui provoque aussi ce mal-être chez les enfants eux-mêmes. C'est-à-dire que, mis à part les notes, comment ça se passe à l'école, ils ont très peu d'occasion de créer une vraie relation avec leurs parents qui travaillent déjà beaucoup pour la plupart. Donc oui, effectivement, pour eux, les devoirs normalement, enfin, devraient, au vu de la longue journée qu'ils passent à l'école, devraient être, devraient être faits au niveau de l'école. Il y a d'autres questions. Là, alors, Martine Boudet dit que la question qu'elle posait sur les pratiques, effectivement, ouvrant une interculturalité et des rencontres intercommunautaires, s'adressait aussi au groupe de travail. Donc, si l'un d'entre nous veut répondre, mais personne n'a d'informations là pour Stéphanie Selem sur l'existence de structures. Je ne sais pas, j'espère ne pas déformer le propos de Stéphanie Selem en disant des structures. Bon, je ne sais pas s'il faut dire à la parentalité, mais de ce type qui essaie de faire du lien entre parents hors institution euh, municipale, hors institution étatique comme les cités éducatives. Est-ce que vous avez connaissance, ou Élodie peut peut-être aussi répondre pour sa propre institution réseau à Mulhouse? De Jean-Pierre Véran sur la légitimité des parents et la question de la langue. Est-ce que si on ouvrait davantage à d'autres cultures que la culture effectivement hexagonale, ça donnerait davantage de légitimité aux parents, à votre avis? Ouvrir, si je comprends bien, ça veut dire dans les programmes, pas simplement dans les échanges avec les familles, hein. C'est-à-dire dans les contenus scolaires eux-mêmes. Pour donner quelques petites anecdotes, au-delà du travail qui a été fait et qui est fait dans le cadre de la dynamique parentalité, je vous disais qu'on a déjà travaillé sur des questions de parentalité. Effectivement, une chose que les parents notaient, c'est la mobilisation des parents. Et ça se fait beaucoup sur la ville de Grigny, je pense que dans d'autres communes aussi, mais des journées justement axées sur la culture. Donc il y avait des journées qui étaient axées sur l'Asie, sur le Maghreb, sur l'Afrique noire. Et là, en fait, les parents étaient intéressés parce que pour eux, c'était l'opportunité justement de parler de leur culture. Et ils avaient plus de facilité à se mobiliser effectivement sur des thématiques comme celle-ci, plutôt que bah, par exemple, pour revenir encore sur Pronote, voilà, il y avait plus de facilité à les mobiliser sur ces questions-là, qui étaient parfois orientées sur l'alimentation, bah, la semaine du Maghreb, où on va découvrir des plats du Maghreb, plus que sur des questions assez pratico-pratiques, j'ai envie de te dire. Et la remarque de Bernard Desclos est en fait une remarque qui fait suite à ce que vous évoquiez, qui est la scolarisation de la famille. Quoi. La famille n'existe plus en dehors de l'école. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça gêne beaucoup moins les familles de milieux favorisés, qui sont souvent, dès le départ, des parents d'élèves et plus que des parents d'enfants, alors que c'est un regret dans les familles que vous évoquez que d'être obligé d'être un parent d'élève, quoi, en quelque sorte.
au détriment du parent d'enfant. C'est ça ce que vous avez évoqué. C'est exactement ça. Et oui. Sans compter, je ne sais pas si vous entendez ça, moi je l'ai entendu dans des enquêtes, que des parents peuvent se sentir peu légitimes par rapport à leur enfant, de ne pas savoir faire un exercice qu'ils devraient savoir faire eux à 12 ou 13 ou 14 ans. Vous avez des retours de ce type-là qui, lorsqu'on parle de coéducation, on n'a pas souvent ça à l'esprit, on pense que ça va de soi, mais moi j'imagine que c'est pas toujours facile pour des parents qui n'ont pas les codes scolaires de l'école dans laquelle est scolarisé leur enfant. Ah oui, totalement. Totalement. Je veux dire, quand je reviens tout à l'heure sur l'un des parents qui me disait, moi, je me sens légitime parce que j'ai des diplômes. D'accord. C'est très, ça illustre vraiment cet aspect-là. C'est-à-dire que, comparé à d'autres parents qui, eux, effectivement, disaient, bah, justement, je me sens pas légitime parce que je n'arrive pas à pouvoir apporter des réponses claires à mon enfant. Du coup, enfin, cette sensation de ne servir à rien qui est très, enfin, c'est violent. Moi, nous, on en a beaucoup parlé avec Oui, les parents. oui. C'est très violent pour eux de se dire, je ne maîtrise pas les codes de l'école. Mais en plus de ça, quand je me retrouve face à mon enfant qui est en CM2, en sixième, alors plus ça avance et plus c'est compliqué, je me sens pas du tout légitime. Et c'est violent parce que ça on glisse petit à petit sur euh, comment je peux être parent lorsque je ne suis pas capable de donner une réponse claire à mon enfant lorsqu'il me pose la question. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose de violent qui fait aussi un lien avec cette question d'autorité, en fait. Est-ce que je peux être une figure d'autorité pour mon enfant? Et puis bah, après, il y a toutes les questions, ça a été évoqué, radicalisation, mais en fait, ça reste une porte d'entrée pour cette perte d'autorité pour le parent. Je rebondis sur tes dires, Alexia, parce que ça me vient à l'esprit. Hier, on a organisé un café des parents avec nos collègues du service public d'accompagnement à la scolarité. Donc, c'est un service qui comprend le dispositif classe, j'apprends, je grandis, et des activités culturelles qui sont proposées 4 soirs par semaine avec une banalisation d'un soir au profit d'activités sportives et culturelles. Et hier, dans ce café, le papa, effectivement, il évoquait cette difficulté-là qu'il avait de pouvoir, en fait, être simplement parent parce que lui il se voyait parent, mais dans le sens vraiment large, parent qui aurait les clés en main pour pouvoir accompagner l'épanouissement, la réussite de son enfant, parent qui pouvait en fait donner les billes lui-même à son enfant. Et vraiment, c'était très beau ce qu'il disait parce qu'au final, il dit, je critique. Mais ce n'est pas une critique négative, c'est une critique parce que nous sommes démunis en tant que parents. Il nous manque des outils, il nous manque des billes. Mais aussi, c'est une critique pour dire finalement, nous sommes là. Nous sommes là et nous avons besoin d'être ensemble avec l'école, avec la ville et tous ces acteurs qui sont là au quotidien avec nos enfants. Et nous avons tous un même objectif, c'est que l'enfant réussisse. Donc, effectivement, ça m'a fait penser à ce partage hier avec ce papa dans les échanges. Charge de travail, je voudrais savoir si les parents ont abordé les rythmes scolaires, la durée des journées. En effet, oui. Les parents trouvent que le rythme, il est quand même soutenu, même si les élémentaires, enfin les maternelles et les élémentaires ont le mercredi où en fait, ils n'ont pas école, mais ils trouvent que les enfants, finalement, passent des très, très longues journées en dehors du cocon familial. Et pour ceux qui travaillent, encore plus, parce que ça me fait penser à la maman qui nous disait justement que moi, je travaille, donc je vois très peu mes enfants. Ils sont au centre de loisirs les mercredis, les vacances, donc le rythme, il est soutenu. Et les journées sont longues, finalement, parce que c'est du 7 heures au périscolaire jusqu'à 18h45 le soir. Donc, c'est des très longues journées pour certains enfants. C'est quelque chose qui revient souvent aussi dans les échanges avec les parents sur le rythme scolaire. Et certains regrettent
la réforme de 2014 avec la loi payant, les activités périscolaires qui étaient proposées aux enfants. Donc, certains parents regrettent un peu cette période-là aussi. Merci beaucoup. Nous pourrions continuer assez longtemps sur ce thème-là. Merci d'avoir présenté à la fois le cadre des organismes dans lesquels vous travaillez, mais aussi de l'avoir nourri des types de questions qui sont posées, de réponses, de stratégies qui sont adoptées. On voit qu'il y a beaucoup à faire en matière de coéducation, hein, qui semble quelque chose d'évident et qui ne l'est pas tant que ça. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, beaucoup.